Et bonjour, bonjour. Attention, ah ben c'est parti, on dirait. Bon, toujours mes, mes angoisses de mes angoisses de technique avant de commencer. Heureusement que euh, ma copine est là pour pour pouvoir régler mes affaires d'internet et de Facebook et tout ça. C'est comme un petit peu toujours l'angoisse avec ça, mais si vous êtes là, si on se rejoint, si vous m'entendez, ben, merci de me mettre un petit mot, savoir si tout fonctionne. Voilà, juste si quelqu'un a la gentillesse de me confirmer que le son est bon, que l'image est bon. Oui, bonsoir, 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 Anaïs. Est-ce que ça va? Oui, c'est bon, vous m'entendez? Après, j'arrête de parler du son et de l'image pendant 4 heures là, mais c'est juste pour être sûr de ne pas parler pour rien. Ah, bonsoir Stéphanie. Bon, ben, si tout fonctionne, alors ben, on va attendre une petite, 1, 2, 3 minutes. Oh, Catherine, salut la Belgique. Euh, ben oui, donc hésitez pas. Ah, tout est ok, merci. Oh, ben, merci. Ah, Audrey, bonjour, bonjour. Bon, super. Bon, ben, bienvenue, bienvenue chez moi, voilà. Bienvenue dans ma maison de Montréal. Euh, eh ben, ça fait plaisir de. Bon, ben, on se retrouve un petit peu en vidéo et à distance, mais bonsoir, bonsoir, bonsoir Claire-Lise. J'ai dit bonsoir à tout le monde. Mais bon, c'était sûr que quand on s'est retrouvé en vrai en Lozère il y a quelques semaines, c'est toujours plus chaleureux, mais au moins ça nous permet de nous parler, de nous retrouver, même si on n'est pas tout à fait à proximité, mais c'est pas grave. On, on va, on va y aller avec ça quand même, et puis ça va être bien. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la simplicité. Et ben voilà, alors ça, c'est un drôle de sujet parce que on a tous l'impression qu'on y aspire et en fait c'est là qu'il y a des pièges et tout ça. Alors je n'ai pas la prétention d'être le grand spécialiste de ça, mais l'avantage que j'ai sur peut-être plein de gens en fait, c'est que moi je trouve que ma vie est simple globalement à peu près là. Même si elle me prend tout mon temps et que des fois je suis un peu en burn-out de ma propre ville, mais mais quand même, j'ai l'impression que ma vie est pas trop compliquée. Et l'éducation avec l'éducation évidemment est une question complexe qu'on peut en fait complexifier à l'infini. Il n'y a pas de problème avec ça. Ah oui, ouais, c'était sympa en Lozère. Ah, Maïté aussi qui nous rejoint, qui était aussi à Florac. Salut, salut. Oui, c'est ça. Quand on parle d'éducation, on peut complexifier à l'infini. Hein. On peut toujours trouver le micro-détail. J'avais mis une fois là, comment dire, un post là où je disais ben, si demain matin l'école était obligatoire à 3 mois, on aurait tout un tas de spécialistes qui nous parleraient de la façon de prendre à marcher à un enfant, des semelles Montessori et je sais plus trop quoi, et qui ferait que finalement marcher deviendrait une affaire de spécialiste, une affaire de... Et puis finalement, en fait, on se rend compte que si on fout la paix aux enfants, ils finissent par apprendre à marcher à peu près tout seuls. Donc, c'est ça. Donc, on a 1000 façons de complexifier les choses. On a 1000 façons de découper en saucissons, là, en tranches des questions. Mais alors, finalement, comment, alors que on aspire tous finalement à une forme de simplicité avec nos enfants. On a juste tous envie que ça se passe tranquille et qu'on n'ait pas beaucoup d'interventions désagréables à faire. On n'a pas envie de crier sur nos enfants. On n'a pas envie de tout ça. Mais alors comment on peut faire tout simplement pour arriver à faire en sorte que ça se passe de façon simple. Alors, en réfléchissant à cette question-là, je me suis rendu compte que, et en faisant référence beaucoup aux arts martiaux, évidemment, hein, parce que vous savez que dans les arts martiaux, on fait des gestes, en fait, d'une simplicité tranquille, mais par contre, qui sont toujours infiniment perceptibles. Donc,
qu'en fait, on arrive... pour arriver à faire simple, ça prend quelques années, en fait. Ouais. Alors, au début, on fait simple, mais faux. Je repense à la citation de... C'est Bruce Lee, je pense, qui avait dit ça. Qui avait dit, moi, au début, je pensais qu'un coup de pied, c'était un coup de pied. Puis, je me suis mis à étudier, je me suis rendu compte qu'un coup de pied, c'était pas juste un coup de pied. Puis maintenant que je fais ça depuis des dizaines d'années, ben, je me rends compte qu'un coup de pied, c'est juste un coup de pied. Alors voilà, on est exactement dans cette logique-là. Je pense que, par exemple, les gens qui cherchent, qui ont des réflexions autour de la simplicité volontaire, etc., se mettent des formes d'injonction qui rendent pas leur vie si simple que ça à l'arrivée, quoi. J'ai comme l'impression que les gens sont pas sereins. En fait, ils se disent, bon, alors, je me donne comme objectif la simplicité volontaire, etc. J'ai rien contre ça, hein. C'est simplement que ça vient... ça renvoie finalement quelque chose qui devrait être simple et naturel à des sphères qu'on connaît par cœur, qui sont des objectifs à atteindre, qui sont là, et qui, en général, nous pourrissent la vie, quoi. Donc, on va essayer de faire la différence entre simpliste et simple, en fait, hein, c'est ça. Alors, je vais employer le mot simpliste pour parler de cette simplicité qui n'est pas la verticale d'elle-même, en fait, qui est un peu naïve, qui sait pas vraiment faire et qui, ne voyant pas les enjeux des choses en place, eh ben, se croit, finalement se dit, bon, il n'y a pas de questions à se poser, etc. Donc ça n'en pose vraiment aucune et agit de façon à finalement rendre les choses compliquées. Et puis je vais parler de simplicité pour parler de cette étape-là où on a essayé de résoudre un certain nombre de choses dans notre vie, on a essayé de réfléchir, on s'est posé un certain nombre de questions, et puis là maintenant, ben voilà, on a atteint cette maturité. Voilà, j'ai envie de dire maturité parce que il me semble, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez, alors, on ne pouvait pas intervenir par la voix, mais par contre, vous pouvez me mettre tous les commentaires, toutes les questions que vous voulez, je les relayerai avec plaisir. Mais il me semble, c'est mon postulat de la journée, que la simplicité est une question de maturité, beaucoup. Voilà, c'est que une fois qu'on a atteint une certaine forme de maturité, eh bien oui, les choses sont toutes assez simples. Mais pour ça, ça prend un petit cheminement. Alors, moi, mon cheminement, il a commencé, je vous explique un truc. Je devais avoir peut-être 13, 14 ans. Et j'étais en vacances dans un village de l'Aveyron, à Verzol. Et il y avait donc des amis là, qui arrivaient de toute la France. Et là, il y avait des amis parisiens. Et le père de mon ami parisien parlait avec mon père. Et cette année-là, salut Grégoire, cette année-là, ils avaient fait venir avec eux un cousin qui avait à peu près 18 ans, quoi, et donc qui avait quelques années de plus que nous, mais bon, ça se passait super bien que ça. Et alors, le père donc de mon ami dit à mon père, il dit, ouais, c'est un peu plus compliqué avec le cousin, parce que moi je lui dis, ouais, j'aimerais que tu rentres à minuit, mais s'il se retourne, qu'il te fait un bras d'honneur et qu'il te dit, ben, je rentre quand je veux, je t'emmerde, tu fais quoi? Et moi, j'étais à côté, puis j'écoutais la conversation. Et ben, je peux vous dire que cette question m'a obsédé pendant plusieurs années, en fait. En me disant, ben oui, effectivement, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu peux bien faire si tu dis à un enfant, à un jeune de 18 ans, j'aimerais que tu fasses ça, et que lui, il dit, ben, je t'emmerde, je fais ce que je veux, puis je ne ferai pas ton truc. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Alors, ça m'a pris des années avant de répondre. Je cherchais les stratégies, etc. Et voilà. Et donc là, j'essayais de résoudre des problèmes complexes. Et en fait, après quelques années de réflexion, je me suis dit, ben en fait, tu fais rien, en fait. Tu fais rien parce que c'est trop tard. Tu peux plus rien faire. C'est fini. C'est mort. Ce qu'il fallait faire, il fallait le faire avant. Et ce qu'il fallait faire avant, ben, apparemment, tu l'as pas fait, quoi. Et donc, tu te retrouves dans cette relation où ton fils, ton neveu, ton cousin, peu importe, enfin, se permet de te parler comme ça. S'il se permet de te parler comme ça, c'est mort, c'est fini. Enfin, je veux dire, t'as raté des choses, quoi. Donc, il faut juste s'arranger pour qu'à 18 ans, ton fils, si tu lui dis j'aimerais que tu rentres à minuit pour telle ou telle raison, eh ben, il peut toujours te demander
pourquoi, ou c'est quoi ta raison, savoir si elle est valable ou pas, mais en tout cas, il t'insulte pas, quoi, je veux dire, il te respecte dans tes trucs. Et ça me fait penser que l'autre jour, dans la petite ruelle qu'il y a derrière chez moi, là, à Montréal, il y avait un enfant qui marchait et il y avait avec son père. Et ils allaient faire une activité. Le fils devait être inscrit, je sais pas quoi, au judo, au tennis, ou je sais pas quoi. Et donc le petit disait, ouais papa, j'ai pas trop envie d'y aller, etc. Et le père lui dit, ah ouais mais là on a payé, donc maintenant tu vas parce qu'on a payé. Et je me suis rendu compte en l'entendant parler, moi j'étais à ma fenêtre, là, je faisais la vaisselle et puis j'entends parler. Je me rends compte que moi j'avais jamais dit ça à mes enfants. Jamais j'ai dit j'ai payé, pourtant ils en font des activités là, et en fait ils en faisaient plein, puis finalement avant d'aller à l'école, quand ils sont rentrés à l'école pour la première fois, ils ont voulu garder toutes les activités qu'ils faisaient déjà. Et donc, bon, bref, ils sont inscrits à un milliard de trucs. Mais jamais j'ai eu à me battre ou à insister ou à quoi que ce soit pour qu'ils aillent à leurs activités. Le seul truc, c'est que quand ils s'inscrivaient, alors je vais m'inscrire à ça, je dis, bon, ok, pas de problème. Par contre, évidemment, personne ne te force à faire ça. Là, c'est quand même des choix que tu fais. Puis, il y a une logique d'engagement. À un moment donné, si tu te dis que tu vas faire ça, ce serait bien que tu le fasses parce que tu t'es engagé à le faire. Et c'est comme ça que ça se met en place. Et donc, ils n'ont jamais rechigné vraiment à aller à leurs activités, parce que c'est eux qui les choisissent. Euh, Ah oui, je vais revenir. Il est parfois bien difficile d'avoir de la simplicité lorsque les adolescents ne trouvent plus de sens à rien. Ouais, c'est ça. Je vais y revenir là-dessus. Et donc, en mettant en avant en fait des valeurs de choix, c'est eux qui. Bonjour. Un Zlatan Ibra, mais j'imagine que c'était un pseudo. Ouais. Euh, en mettant en avant le choix à la fois et bien sûr l'engagement, on met en avant en fait des valeurs qui me paraissent peut-être un peu plus salutaires pour la suite que le fait de j'ai payé donc tu y vas. Parce qu'il ne faudra pas s'étonner si dans quelques années l'enfant finalement la relation qu'il a avec vous, c'est une relation financière. C'est une relation de combien ça coûte et là et qu'est-ce que tu me donnes est-ce que tu peux m'aider à mettre la table? Ouais, ben combien tu me payes, tu vois, etc., etc. Faudra pas s'étonner que l'enfant ait un rapport à l'argent qui soit, je dirais pas maladif, mais en tout cas qui prenne le dessus sur d'autres types de considérations. Si évidemment dans son éducation, vous avez mis comme argument ultime que c'est parce qu'on a payé qu'il faut aller à l'activité. Et donc là, on s'engage sur un chemin qui va rendre les choses compliquées. Et effectivement, ça va être beaucoup plus tendu après. Avoir des relations simples, ce sera compliqué parce qu'on a semé les graines d'une forme de complexité, quoi. Et effectivement, il y a aussi, comme tu dis Audrey, beaucoup de parents qui inscrivent leurs enfants parce que c'est leur fantasme à eux. Moi, j'ai pas pu faire du piano, donc tu vas faire du piano, là, genre. Donc effectivement, là, c'est plus compliqué pour motiver les enfants. Mais enfin, si... Ah, bonsoir Laurence. Si évidemment les gens laissent choisir leurs enfants, a priori il y a moins de problèmes. Mais tout ça pour vous dire que on peut semer des graines sans s'en rendre compte, des graines qu'on va devoir gérer dans 10 ans, dans 15 ans, et combien de parents qui disent ah moi mon fils chaque fois qu'il m'appelle c'est juste pour me demander de l'argent. Ben ouais, mais moi je connais par exemple un père qui dit ça, mais moi je l'ai vu quand sa fille avait 6 ans, lui donner 2 euros pour qu'elle finisse son assiette, quoi. Voilà, donc forcément, si vous payez votre enfant pour qu'il finisse son plat, il ne faudra pas s'étonner que son rapport à l'argent est un peu maladif, quoi, derrière ça. Voilà, donc comment on accède à une forme de simplicité euh, qui soit pas forcément théorisée, hein, en fait. Moi, souvent, quand je fais mes conférences et tout ça, je dis, bon, j'ai comme l'impression de pas avoir grand chose à vous dire parce que bon ben ton enfant il a sommeil qui dorme, il a faim qui mange, etc. Et il s'agit pas forcément que chacun soit uniquement centré sur son individualité, c'est-à-dire que oui on peut avoir une vie de famille, oui il peut y avoir une fratrie,
Oui, ah, salut, salut, Ibrahim, salut, oui, oui. Euh, et donc oui, il ne s'agit pas de célébrer systématiquement l'individuation en fait de chacun de nos élans, de nos besoins, de nos envies, etc. On peut avoir des vies collectives, il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour que ce soit simple, eh ben, il y a juste à faire en sorte d'atteindre ce niveau de maturité qui fait que dans ce qu'on demande à nos enfants, on n'est pas d'enjeu euh, euh, alors d'enjeu de pouvoir, d'enjeu de danger. On n'a pas à se sentir en danger si notre enfant dit non à ce qu'on lui demande, par exemple. Si par exemple tu lui dis, bon ben mets ta veste, il fait froid, puis qu'il te dit, oh ben non, moi j'ai pas froid, etc. Euh, Si dans ta tête ça devient ok, alors là moi j'en fais une affaire personnelle, quand je te dis quelque chose tu le fais, je suis ton parent, je suis ta mère, je suis ton père, donc quand je te parle tu m'obéis. Et si ça devient ça la relation, alors évidemment on vient de complexifier quelque chose qui était aussi bête que est-ce que tu mets ta veste ou est-ce que tu mets pas ta veste, quoi. Est-ce que tu as froid, est-ce que tu veux la prendre avec toi, est-ce que tu veux pas la prendre, en fait c'est un exemple tout bête, mais ce que je veux dire c'est que souvent quand on complexifie les choses et qu'on a des vies qui sont moins simples, c'est simplement parce qu'on se retrouve à devoir gérer des enjeux qui dépassent la simple situation de savoir comment on s'habille. Euh, oui, dans l'éducation nationale, ben, tu sais, moi j'essaye de pas forcément entrer là-dedans, hein, mais effectivement là, les enjeux de pouvoir, les enjeux de hiérarchie sont tellement énormes que effectivement il n'y a pas un adulte qui va accepter de s'excuser devant un enfant. Donc on va créer des situations complexes euh, dans lesquelles l'enfant va devoir obéir, se mouler, etc. Et ces situations-là, évidemment, n'ont plus rien à voir avec des prétentions éducatives. Donc on va vouloir que l'enfant arrive à l'heure, on va vouloir qu'il rende son devoir tel jour, qu'il fasse tel truc, pardon, qui se plie à telle et telle exigence. Enfin bon, il y a toutes ces choses-là, mais tout ça n'a plus rien à voir avec l'émancipation, avec le bonheur, avec l'éducation, avec l'apprentissage. L'école est passée à d'autres types de... Là, a eu l'art véritablement de se compliquer la vie, quoi. Il y a un exemple que j'aime bien, que je prends souvent, j'en parle souvent aussi à l'aïkido, c'est la logique de l'artisan. Vous savez, le geste de l'artisan. Vous allez voir un artisan, peu importe, un potier par exemple, mais ça peut être un guitariste ou ça peut être en tout cas quelqu'un qui travaille avec ses mains. Si la personne fait ça depuis longtemps, ben, elle va poser sa motte de terre, hop, elle va faire son tour, etc. En 2 minutes, elle va avoir un bol super bien fait, etc. Et ce geste va nous paraître super simple, en fait. On va se dire, bah, ça va, c'est pas compliqué. Tu mets le truc, tu mets tes mains, et voilà, ça va marcher. Et on se rend compte, en fait, que quand on essaye, que c'est pas si simple que ça. Alors, on va y passer, nous, pas 2 minutes, mais 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, on aura un truc tout tordu qui se tient à peine. Si on a quelque chose déjà comme résultat la première fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 minutes de l'artisan et nos 30 minutes à nous? C'est les 28 minutes inutiles, en fait. C'est-à-dire que au lieu de faire simple et juste, on a fait multiple et compliqué, quoi. Et faux. Donc, on s'est compliqué la vie, en fait, à faire euh, des choses qui servaient à rien. C'est Maître Tamura en Aïkido qui disait: je vous montre un geste, vous m'en faites 1000. Voilà, c'est ça. Et donc, alors que le geste, a priori, se fait très simplement. Mais pour accéder à cette simplicité, eh ben, il va falloir ce que les Japonais mettre en place, ce que les Japonais appellent le misogi, en fait. Et le misogi, c'est le nettoyage, en fait. C'est couper le corps en lanières, finalement, pour pouvoir partir tout ce qui est inutile, tout ce qui sert à rien, toutes les scories, mais chez nous, tout ce qui est inutile et qui sert à rien, souvent, ce sont nos propres représentations. C'est l'idée qu'on se fait de notre rôle de parent. C'est l'idée qu'on se fait de c'est quoi un enfant. Et oui, le manque d'expérience, c'est ça, Audrey, bien sûr, c'est ça qui va faire qu'on va tourner en rond, en fait. Et donc,
euh, nous, il faut qu'on nettoie la relation avec les autres, en général dans la vie, hein, mais d'autant plus vrai avec nos enfants. Il faut qu'on nettoie cette relation de tout ce qui est représentation un petit peu fallacieuse, en fait, tout ce qui nous a... euh, euh, tout, tout ce qui nous a, comment dire, euh, marqué, tout ce qui a fait que notre histoire, elle est devenue compliquée alors que nous, on l'a souhaité simple, quoi. On a été déçus, on a été trahis, on a été pas à la hauteur de ce qu'on voulait, on a été... et on se retrouve avec des blessures, on se retrouve avec des cheminements personnels qu'il faut qu'on comment dire, qu'il faudrait nettoyer avant d'avoir des enfants. Sauf qu'avant d'avoir les enfants, on ne sait pas comment se traîne tout ça. Et c'est quand les enfants agissent, quand on les voit aller et qu'on se voit nous réagir. Et souvent, on peut être extrêmement déçu par notre comportement. Et puis, on découvre qu'on n'est pas la mère, qu'on n'est pas le père qu'on aurait aimé être ou qu'on fantasmait d'être avant d'avoir des enfants. On peut être même, comment dire, déçu par nos enfants, dire ah j'aurais tant aimé que d'avoir un enfant comme ça, comme ça. Et en fait, on met des exigences, on met des distances finalement entre l'enfant tel qu'il est, tel qu'on aimerait qu'il soit, entre nous tel qu'on est, tel qu'on aimerait être, etc. Et donc ces distances-là, eh ben, font en sorte que on va essayer de rentrer dans cette mécanique pleine de cambouis. Euh, et oui, on grandit en même temps que nos enfants, nous dit Audrey. Effectivement, on s'éduque en même temps que nos enfants. Et parce qu'on apprend à devenir parent en même temps que nos enfants. Quand on parle de la crise de l'adolescence, en fait, c'est un ado, il est con, c'est la crise d'ado, etc. Alors moi, j'y crois pas 2 secondes à ça. Déjà, à l'adolescence tant que tel, je pense que c'est un cheminement, l'enfant il grandit, puis c'est tout. Mais en plus, ça arrive souvent au moment où... le parent approche autour de la quarantaine, de 40, 45 ans, 50 ans, enfin, quelque chose comme ça. Et là, on se rend compte que finalement, cet enfant qui nous admirait tant quand il était tout petit, eh ben là, finalement, il a plus besoin de nous, quoi. Et donc, la crise d'adolescence, c'est souvent une crise parentale, en fait. Vous vous rendez compte que votre enfant, c'est plus avec vous qui veut faire son anniversaire. Vous vous rendez compte que finalement, c'est plus avec vous qui veut aller voir tel ou tel film au cinéma. Que c'est plus avec vous, que finalement, là, il travaille, et oui, Catherine, t'as raison, hein. Que serait l'adulte sans l'enfant qui l'aide à s'élever? Effectivement, hein. Et alors, c'est pour ça qu'on n'a pas l'injonction d'être le parent parfait dès le départ. Parce que c'est comme quand on apprend à nager, quoi. On n'a pas l'injonction de devoir nager parfaitement la première fois qu'on va à la piscine. On fait plein d'erreurs quand on est parent, et c'est normal. Et voilà, et donc cet enfant grandit, on grandit aussi, et quand on arrive à son adolescence, qui commence avec, ben moi par exemple, ma cinquantaine, et qu'on se rend compte qu'on est moins indispensable, en fait, eh ben... il faut prendre ça avec bonheur parce que si on reste le port d'attache de nos enfants et qu'ils savent qu'ils ont toujours un lieu, un endroit, une oreille vers qui revenir, on n'éduque pas nos enfants pour qu'ils restent collés à nous toute leur vie, toute notre vie. Les enfants, ils grandissent, ils s'émancipent. Et émanciper, vous savez, d'un point de vue étymologique, ça veut dire lâcher la main. Hein. Parce que les esclaves, à l'époque, quand le signe d'achat, c'est qu'on les prenait par la main pour les amener dans notre propriété agricole. Et donc, lâcher la main veut dire émanciper, c'est-à-dire désesclavagiser. Je ne dis pas que nos enfants sont des esclaves, mais émanciper veut vraiment dire lâcher la main. Et donc, aimer nos enfants suffisamment pour avoir le courage, hein, pour avoir l'envie, pour avoir l'appétence de leur lâcher la main, eh ben, ça évite de voir l'enfant en train de faire une crise d'ado et nous, en même temps, de faire la crise de la quarantaine. En fait, c'est ça. Claire Lise qui nous dit « Moi, j'adore ma fille ado, elle a de ses réflexions et partage, c'est passionnant. » Ben oui, évidemment, c'est passionnant. Puis moi aussi, j'adore ça, voir grandir mes enfants. Évidemment, en tant que papa, j'ai toujours une petite nostalgie de ces moments où on jouait au Lego, au Playmobil, où on faisait des petits jeux, tout ça. On fait toujours des jeux, hein, on n'arrête pas. Je lis encore des histoires le soir
enfant, etc. Mais n'empêche que j'ai quand même une petite nostalgie, mais ça m'appartient, c'est normal. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que je regrette pas une seule seconde du temps que j'ai passé à jouer avec eux. Maintenant que ils aiment mieux aller jouer avec la plupart, même s'ils ils aiment encore beaucoup. Même s'ils aiment encore beaucoup jouer avec nous, moi, mes enfants me demandent de dire ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un grand jeu en famille. Longtemps, en général, ça fait 3 4 jours, parce qu'on en fait souvent. Ouais, vraiment. Donc, oui, alors, on veut retrouver cette relation saine, on veut retrouver cette relation simple, mais cette simplicité-là, elle demande une maturité parentale, elle demande une forme de maturité chez les enfants aussi. Je décale un peu le discours, mais tout à l'heure, je regardais un peu les infos françaises et, la candidate écologiste, là, je sais plus comment elle s'appelle, Sandrine, je sais pas quoi, disait que elle vivait avec un mari qui était, alors, c'était quoi, un masculin déconstruit. Et qu'elle était fière de ça et que ça se passait super bien parce qu'elle avait un masculin déconstruit à la maison. Alors, moi, je me suis posé la question, est-ce que moi je suis un masculin déconstruit? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je suis un parent déconstruit? Mais en fait, en cherchant à comprendre ce qu'elle voulait dire par ça, peu importe le terme, c'est qu'elle voulait dire en fait qu'elle a fini avec, qui se sent pas non viril parce que, enfin voilà, ça, moi je me sens pas. Je me sens pas féminin parce que je passe le balai, quoi. Je me sens pas féminin parce que je fais la vaisselle. Ou que, donc, si j'en fais pas un enjeu de virilité, de savoir si je passe le balai ou si je fais la vaisselle. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que du coup, ça rend les choses, en fait, tout à fait simples. C'est-à-dire que j'y mets rien derrière, quoi. Euh, C'est-à-dire que ben, y a des, là en ce moment il y a le chien là, il nous ramène toutes les feuilles de l'automne dans la maison. Bon ben il faut passer le balai, il faut passer le balai, peu importe qui le fait. Et il y a personne qui se sent diminué ou valorisé ou genré ou féminisé ou masculinisé ou je sais pas trop quoi parce qu'il faut passer le balai. On n'y met rien derrière, quoi. On y met pas plus que il y a des feuilles dans la maison, on va passer le balai. Donc peu importe mais effectivement, si d'un coup je suis pas débarrassé je sais pas, une certaine image de la virilité ou du rôle de l'homme ou je sais pas quoi, et que je dirais oui, moi c'est pas à moi passer le balai, ça c'est un truc de gonzesse, je sais pas quoi. Alors là d'un coup ça devient hyper compliqué finalement à gérer dans la vie. Alors qu'à l'arrivée il y a des feuilles par terre, on les ramasse, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Et ah oui, salut Tom. Oui, le balayage au dojo, ah oui, ça on connaît. Et oui. Et voilà, et donc on n'en fait pas d'enjeu ni de pouvoir, ni de je sais pas quoi. Et alors, l'intervention qu'on peut faire avec nos enfants, avec finalement les gens autour de nous, si on les connote pas de tout un tas d'arrière-pensées ou tout un tas de bagages qui sont un peu nos passagers clandestins, hein, ces bagages-là liés à l'image qu'on se fait de c'est quoi un homme, c'est quoi un père, c'est quoi une mère, c'est quoi les attentes de la société, c'est quoi. Alors d'un coup, ben, on se retrouve avec un enfant qui est comme il est. Et alors peu importe ses particularités, peu importe son handicap, même si, pour employer un mot que j'aime pas beaucoup, peu importe... finalement toutes les casseroles que ailleurs on pourrait lui mettre. On a un enfant, et puis cet enfant-là, il a des besoins, et puis nous, on a des besoins aussi, puis on regarde comment on peut arrimer notre journée pour que finalement, ben, les choses se passent plutôt bien, plutôt pas trop mal, et, et que si nous on fait ça, bon, dire que je suis obsédé par mon chien, mais nous on fait ça pareil avec le chien, tu sais, il est là, on voit, tu sais, de quoi tu as besoin en fait. C'est la phrase magique, hein, je vais vous le dire, si vous voulez une vie simple, de quoi tu as besoin. Alors ça prend, encore une fois, c'est une phrase, c'est sujet-verbe complément, je veux dire, c'est une phrase extrêmement simple. Dans la vie de couple, dans la relation avec les enfants, dans le monde professionnel, dans les amitiés, demandez à quelqu'un, mais comment je peux t'aider? De quoi tu as besoin? Eh bien, ça prend, je sais pas, ça demande, ça prend, c'est au Québec comme disait, mais ça a besoin d'une forme
de maturité, une forme d'humilité. Vous savez, vous êtes en pleine dispute, machin, puis ça se passe mal, et on voit que c'est tendu, chacun y va de ses représentations ou de je sais pas quoi. Et là, eh ben, vous essayez de vous élever au-dessus de ce mêlée-là, de ce cafouillage, de ce brouhaha, et vous demandez à l'autre, mais là, tu aurais besoin de quoi? Et là, ça y est, c'est fini, là. On vient de piler sur notre ego, on vient de piler sur toutes les scories à rimer notre journée, eh oui. On vient de... On vient de simplifier tout simplement la situation parce qu'on vient de se parler de nos besoins. Voilà, on vient de se demander de quoi on a besoin, puis est-ce qu'on peut y répondre, comment on peut y répondre. Voilà, voilà, c'est tranquille en fait, ça se fait bien. Voilà, mais ça demande un peu d'humilité et cette humilité demande une forme de maturité. Ouais, et ça c'est pas simple quoi. Euh, je viens de mettre, alors Chantal qui me dit, je viens de mettre ma photo de ma fille de 3 ans en fond d'écran, l'âge auquel elle a commencé à être difficile. Et elle a 15 et demi et désire ne plus vivre avec son père ni avec sa mère, parents séparés. Et en quête d'autonomie, ah oui, alors attends, oula, et ça c'est beaucoup. En quête d'autonomie et en même temps, son enfant intérieur crie fort, oui, c'est ça, c'est ça. Ce que je vous dis là, c'est pas évident, hein. C'est à nous à faire preuve de ce genre de maturité-là, parce qu'à 15 ans, c'est rare qu'on ait le cœur assez grand. Je sais pas comment, c'est Daniel Guichard qui dit ça dans la chanson Mon Vieux, là, où il dit à 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand. Eh ben ouais, parce qu'on peut pas demander à un enfant de 15 ans d'avoir le cœur assez grand pour comprendre ce niveau-là de maturité. Pour pouvoir faire... Alors, ils peuvent, hein, il y en a qui le font, il y en a qui sont nés avec, il y en a qui ont dit... Moi, je connais des gens qui ont 17 ans et qui sont plus sages que ce que je le saurais jamais. Je sais pas pourquoi, ils sont nés avec, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce que j'ai raté, moi. Mais voilà, donc ça c'est moi, je pas de problème avec ça. Mais il se trouve que, effectivement, en général, les enfants sont en construction. Ils se cherchent, ils se trouvent une identité, ils savent plus comment s'habiller, se maquiller, se coiffer pour être à la fois eux-mêmes, original, mais reconnus dans le groupe, etc. Alors évidemment, ils sont préoccupés par qui ils sont, voilà. Et ils ont raison, hein, il faut s'en préoccuper un peu. Et alors, c'est difficile de s'ouvrir à l'autre aussi bien qu'on pourrait le faire à 50 ans, quoi. Parce qu'à 50 ans, on se dit que on le sait un peu plus qui on est, quoi. Et on peut se consacrer aux autres un petit peu, il n'y a pas de problème, quoi. Claire-Lise qui me dit Thierry, votre message me parle tellement. En observant ma chatte s'occuper de ses petits, je me suis fait la remarque, elle ne se pose pas la question ou étude pour la quantité de câlins, l'allaitement. Ben oui, les animaux, ils ont ça d'instinct, hein, oui. Et ben oui, et oui, c'est vrai qu'il y a des gamins de 12 ans qui savent très bien ce qu'ils font. Et d'ailleurs, moi, j'ai jamais pris mes enfants pour des idiots, quoi. Là-dessus, je les ai toujours respectés tels qu'ils sont, voilà, tels que voilà. Et oui, l'humilité, la confiance, ouais. Et c'est pas évident d'exprimer des besoins, c'est pas évident de les entendre, c'est pas évident de les recueillir. Il y a quand même toutes sortes de choses qui sont compliquées tant que on y met des bagages derrière, quoi. Voilà. Je vous dis, en Aïkido, on met des années, des fois des dizaines d'années, à faire des gestes aussi simples que hop, un geste du bras, quoi. Un geste du bras, c'est un geste du bras. Vous voyez, il y a des gestes qui sont pas plus compliqués que celui-là. Eh bien, faire ça, dans des circonstances qu'on utilise en Aïkido, etc. Moi, je connais des gens qui en font depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, et qui ont encore énormément du mal avec ce geste-là. Ça paraît incroyable, mais des niveaux de simplicité qui sont multiples, en fait, c'est des simplicités riches, en fait. En Aïkido, toujours, on utilise, je leur dis souvent, on utilise, j'imagine, Tom, en judo, vous avez ça aussi, il y a 2 sortes de vide, en fait. Un peu comme il y a 2 sortes de gens qui se taisent, quoi. Il y a des gens qui se taisent parce qu'ils n'ont rien à dire, des fois, et puis il y a des gens qui se taisent parce que, justement, ils ont une maturité d'écoute, ils ont une maturité d'analyse.
Oui, oui, la CNV, tu as raison, hein, Claire Lise, ils se sont spécialisés dans le fait de parler des besoins et de sortir des bagages. Mais c'est ça, donc on peut passer du silence de l'inculte, en fait, au silence du sage. C'est deux silences, en fait. A priori, ils se ressemblent. Il y a des silences de celui qui a rien à dire, et il y a le silence de celui qui va laisser les choses faire avant de pouvoir parler. Voilà. Donc, on n'a pas les mêmes genres de silence. Alors, c'est un peu l'histoire des coups de pied que je disais de Bruce Lee au début, là. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous, dans nos interventions ou nos non-interventions, elles peuvent être chargées de différentes... En Aikido, je disais, on utilise le vide. Euh, mais alors, il y a des vides, et qui ont rien à dire, avec lesquels on ne peut rien faire. Il y a des vides où la personne se retrouve désemparée, sait plus quoi faire de ses mains, sait plus quoi faire de ses pieds. Et là, effectivement, on est dans un vide. Et ça arrive beaucoup avec les débutants, évidemment, c'est compliqué. Et puis, on a des vides pleins. Des vides sculptés, des espaces, des moments, des maai, on appelle ça en japonais. C'est-à-dire, on a ces vides, on a des silences qui sont pleins. Vous savez, on a déjà vécu ça. J'imagine la plupart d'entre vous autour du feu le soir, avec des gens qu'on aime, et puis à un moment donné, il y a un silence, et puis pendant, ça peut durer des fois des heures. Moi, j'ai vécu ça des fois pendant des heures où personne ne parle autour du feu, quoi. Et c'est Giono qui disait, on ne se tait pas avec n'importe qui. Et ça, c'est important, voilà. Ces silences-là vivent par eux-mêmes, quoi. Et c'est pour ça que je parlais de maturité. Et alors, évidemment, d'un coup, ça devient extrêmement simple. Annelise qui me dit, ouais, quand on s'occupe seul d'un groupe de plus de 20 enfants de 2 à 6 ans. Donc là, j'imagine que tu es prof en maternelle, c'est ça, des choses comme ça. Alors là, c'est ça, moi je suis désemparé par rapport à toutes les, comment dire, toutes les difficultés dans lesquelles l'éducation nationale est allée se mettre les pieds, mais alors comme des grands tout seuls. Tu vois ce que je veux dire? Ils se sont créés des situations qui justement sont à l'inverse de ce que je suis en train de décrire. Alors là, je sais plus, tu vois, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de réponse à ça. Parce que si tu t'es mis les pieds d'un truc compliqué, quoi. Alors, voilà, je suis désolé, mais effectivement, comment on fait quand on est pieds et poings liés, je sais pas. Je sais pas. Maïté qui me dit, alors la maturité, l'humilité, le geste en art martial, ce serait écouter, observer, infuser, engrammer, restituer, après tout ça, quelque chose comme ça. Oui, il y a de ça, il y a de l'écoute, il y a de l'observation. Par exemple, les grands maîtres parlaient jamais. Hein. Ils faisaient ça, ils mettaient la technique, ils mettaient ça, puis voilà, débrouille-toi avec ça, merci, bonsoir, à cet après-midi, quoi. Et voilà. Et donc, oui, il y a beaucoup d'observation et tout ça, il y a beaucoup de maturité, mais il y a aussi tout simplement une connaissance des mains, en fait, dans les arts martiaux, c'est les mains qui vont apprendre. Donc, tant que tes mains n'ont pas, c'est comme le potier, quoi, tant que tes mains n'ont pas appris, ben, c'est pas parce que là, quand tu parles d'écouter, d'observer, d'infuser, d'engrammer, etc., il y a quelque chose d'un peu cérébral dedans. Et puis, en fait, c'est ça, dans l'apprentissage des arts martiaux, il faut aller un peu au-delà du cérébral. Tom qui fait du judo. Ouais, on voit les sensei au combat, ils savent rester silencieux, corporellement, pas d'attaque. Ouais, des taï sabaki. Ouais. Attends. Ça y est, je t'ai perdu, Tom. Ouais, taï sabaki, de l'observation, sensation. Ouais. Sont capables d'une attaque. C'est ça. C'est Maître Tamura qui disait, quand je suis sur un tatami, en fait, vous savez pas du tout si je suis prêt à me défendre, si je suis prêt à attaquer, si je suis en train d'attendre le bus, ou si quoi que ce soit d'autre, quoi. C'est-à-dire que je suis à la fois tout à fait tranquille et 100% disponible, quoi. On appelle ça le shizé dans les arts martiaux. Mais voilà, ben, avec les enfants, pour revenir à l'éducation, à des choses qui nous préoccupent peut-être plus cet après-midi, mais vous savez que moi, les arts martiaux ont beaucoup teinté la vision que j'ai de l'éducation. Et ben c'est pareil, on peut être à la fois 100% disponible, et disponible, c'est pas juste en temps et en énergie, ou en...
Pardon, excusez, j'utilise ma tasse pirate, 2 secondes. C'est disponible aussi, parfois au cri de l'autre, parfois à sa colère, parfois disponible. Et donc, on se retrouve dans cette situation où, si l'enfant ne mange pas le plat que j'ai mis 3 heures à lui préparer, c'est pas parce qu'il m'aime pas, quoi. J'y mets pas derrière tout un tas de significations nauséabondes qui vont faire que notre situation va être compliquée. Tout simplement, c'est parce qu'il il a peut-être pas faim, ou que ça, il l'aime pas vraiment, ou que justement, il veut vérifier combien on l'aime. Euh, oui, et il veut vérifier combien on l'aime, et donc il va dire, oh, il a peur que je mange pas, il se soucie de moi. Ah oui, bon, ben je vais voir jusqu'où il m'aime. Ben non, je mangerai pas, tu vois, etc. Donc il peut y avoir plein de choses là-dedans. Lui, il peut y mettre tout un tas de trucs derrière. Si nous, on met toutes nos émotions, tout ça de là aussi, évidemment, ça pourrit la vie. Tom, il demande si je dis aussi Zenchin pour l'esprit alerte. Ouais, ouais. C'est ça, c'est encore une notion dans les arts martiaux. Le Zenshin, c'est l'esprit qui demeure en fait, hein. Vous savez, on disait quand on écoute un concert de Mozart, c'est qui avait dit ça? C'est Sacha Guitry, je pense. Le silence qui suit le concert, c'est encore du Mozart. Alors, le Zenshin, c'est ça. C'est-à-dire que oui, on se retrouve dans ce truc-là que c'est pas parce que le geste est fait qu'énergétiquement tout est passé, quoi. On est encore pris là-dedans. Et c'est pareil avec nos enfants, hein. C'est-à-dire que on fait quelque chose, l'activité s'arrête, le jeu termine, mais on est encore en lien avec lui, on est encore relié à ses émotions, relié à son plaisir, relié à son bonheur, relié. Il a envie de nous parler. Ah, t'as vu quand il s'est passé ça, etc. Ben oui, on est encore là, on est encore prêt. Pourtant, ça y est, on est passé à la cuisine parce que c'est l'heure de cuisiner, mais c'est pas grave, qu'on est encore là, on est encore présent. Et donc, cette présence-là, un petit peu à la verticale de soi-même, est souvent la garantie de relations plutôt apaisées, quoi. Et donc, la simplicité, c'était ça un peu mon message aujourd'hui, c'est quelque chose qui se tricote, quoi. C'est quelque chose qui se construit. C'est une intensité présentielle, en fait. C'est une attention à l'autre, comme tu disais, Maïté, mais euh, c'est aussi tout simplement une présence sincère, authentique, au sens où on est là physiquement, mentalement, spirituellement, on est là, mais on n'est pas là avec tous les bagages émotionnels et euh, tout, tout, tout ce qui nous pourrit la vie à nous. On va essayer de faire cadeau à l'autre, de pas le mettre sur le tapis, quoi. Voilà, et de pas le mettre dans la conversation, ça. Et puis je vous dis, ça marche aussi pour la vie de couple, des choses comme ça. Tu sais, de quoi tu as besoin, comment je peux t'aider, comment je peux être, je suis disponible à toi, mais comment je peux être encore plus disponible. Et voilà. Et ben l'enfant ressent ça, vraiment, quoi. L'enfant ressent qu'on est là pour lui, qu'on n'est pas à son service, mais on est au service, comme les autres, de l'harmonie de la maison, en fait. Voilà. On est au service de l'harmonie de la maison, et cette harmonie demande d'être tranquille, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, voilà, c'est à ça que je vous invite à réfléchir. Oui, comment dire, j'essaye de décrire des choses qui pourraient être infiniment complexes, mais qui sont simples une fois qu'on a débarrassé un petit peu la table, là, qu'on y voit plus clair. Voilà, c'est un peu ça. Alors oui, ça devient beau, ça devient doux, tout simplement parce que ça l'est à base, mais c'est recouvert. Voilà, c'est recouvert par tout un tas de trucs qui ne devraient pas être là et qui nous compliquent la vie, quoi. Euh, Allez, j'arrête après avec les arts martiaux, mais il y a des gestes. Faites ça avec des enfants de 2 ans, de 3 ans. Ils ont des gestes naturels qui ressemblent exactement à des gestes experts qu'on cherche dans les arts martiaux. Puis d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On ne le sait pas. Et ce qui se passe, c'est que on vient mélanger toutes sortes de choses, de représentation, je sais pas quoi, de peur, etc. Et finalement, vous faites des arts martiaux avec un enfant beaucoup plus vieux, de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, et déjà, il a recouvert ça par toutes sortes de choses un peu compliquées.
Voilà. Et alors après, en tant qu'adulte, je vous en parle même pas. Ce qui fait que le gars, il débarque dans votre dojo, il a 24 ans, 30 ans, 50 ans. Et alors là, il a toute une déconstruction à faire, un nettoyage. Il faut vraiment qu'il revienne à des choses qu'il savait faire quand il avait 2 ans. C'est parce qu'à 2 ans, il se posait un peu moins de questions et ça marchait, quoi. Voilà. Donc c'est ça. Donc nous, c'est ce travail qu'on doit faire en tant que parents, quoi. Voilà. C'est un peu. C'est pas un objectif, hein. C'est pas un objectif. Vous le fixez pas comme objectif. C'est un effet secondaire, hein. Euh, Moi, mon travail, évidemment, c'est pas de vous donner des injonctions supplémentaires et pas de vous dire, alors voilà, ne cherchez plus, j'ai trouvé, voilà comment il faut faire. Alors, vous avez 15 jours pour ça, dans 15 jours, oui, pour ceux qui suivent la formation, par exemple, des pirates, vous savez très bien que je donne beaucoup de pistes de réflexion, mais sans jamais donner d'injonctions supplémentaires. Euh, je me méfie d'ailleurs des injonctions, y compris morales, euh, par exemple, euh, on peut avoir par exemple une société commercio-capitaliste d'un côté qui vous dit il faut avoir une grosse maison, une grosse télé, une grosse voiture. Euh, et puis finalement, euh, on va faire tout un cheminement moral derrière. Donc on va dire bon, alors à partir de maintenant, c'est fini avec la grosse maison et la grosse télé. Maintenant, ce que je vais regarder, c'est je veux avoir une pensée positive tous les matins. Je veux commencer ma journée par etc. 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 Et finalement euh, on se retrouve avec les mêmes objectifs, les mêmes injonctions, le même poids, la même charge mentale, pour reprendre des mots à la mode. On se retrouve finalement avec la même angoisse de ne pas y arriver que quand on s'était mis comme objectif d'avoir une grosse voiture. Là, on se dit, mince, aujourd'hui, j'ai pas eu ma pensée positive. Oh là là, mais là, si je pense comme ça, mais je vais être négatif. Oh là là, mais il faut pas que je tombe là-dedans. Et on se retrouve avec les mêmes injonctions. Et on a pris complètement à l'envers les messages spirituels du bouddhisme, si c'était ça qu'on cherchait, quoi. Euh, euh, ouais. Et donc, ouais, Tom, tu me dis, ma découverte, simplicité récente, le batch cooking, pour avoir tous les repas prêts à l'avance. Ah ouais, c'est ça. Moi, j'aime tellement cuisiner que finalement, je fais ça avec, sur le moment, avec l'humeur du jour. J'aime ça. Euh, ouais. Donc, ouais, ouais, ouais. Et oui, aussi dans les positions de yoga, aussi, effectivement, il y a des choses très naturelles que les enfants font directement. Zlatan, c'est donné à tous les parents d'apprendre les bases de la lecture et du calcul des enfants aussi. Oui, 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 c'est ça. Ben oui, là aussi, c'est pareil, hein, vous voyez, parce que ces injonctions qu'on se met à nous-mêmes, hein, de réussite, y compris d'avoir des pensées positives ou d'accéder à la simplicité volontaire, et qui sont encore des objectifs qui vont nous pourrir la vie, quoi. On peut aussi les donner à nos enfants. Il faut qu'ils sachent lire à 6 ans, il faut qu'ils sachent marcher à 15 mois, 3 jours vers midi et demi, enfin, des trucs à 2 balles, quoi, qui vont nous pourrir la vie, quoi. C'est ça, donc, ce que je disais, c'est dans la formation, c'est que moi, je mets pas d'injonction aux gens, je leur dis pas, je leur rajoute pas des poids, il n'y a pas les devoirs du soir, il n'y a pas tout ça. Alors évidemment, c'est un peu plus déroutant que, voilà, l'éducation en 4 étapes faciles, quoi. Moi, je sais pas faire ça, hein, l'éducation en 4 étapes faciles. Par contre, je sais adopter une respiration, une posture qui nous permet tout simplement d'être tranquille, quoi. Voilà. Mais ça, oui, ça demande un peu de cheminement. Voilà, c'est pour ça. J'en profite pour vous dire que la formation est encore accessible pour une semaine et toujours avec le code pirate en majuscule et au pluriel. PIRATES pour ceux qui n'ont pas encore signé pour monter à bord. Voilà, et donc ça vous donne une réduction de 50 € sur la formation. Donc voilà, sinon il y a toujours la possibilité de payer en 3 fois, etc. Donc on s'arrange toujours, hein, pour que les gens puissent accéder à la formation sans que ça soit non plus un sacrifice financier trop important. Mais voilà, alors bienvenue, elle est encore ouverte une semaine, là, donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Voilà, pour ça, puis voilà, ce que je dis là-dedans, c'est tout simplement que si on utilise en fait
la vie telle qu'elle se donne à vivre, telle qu'elle se présente, les situations telles qu'elles se mettent finalement à émerger. Vous savez, on parle dans les écoles des compétences transversales. Et moi, il y a un terme que j'aime bien, c'est les compétences inattendues. Vous savez, voilà, on ne veut pas que dans la vie, de la même façon que dans nos voyages ou ailleurs, on puisse revenir en disant ah, tout s'est passé comme prévu. Voilà. Ça c'est sûrement la pire phrase qu'on puisse avoir à dire en revenant d'un voyage, quoi. Si vous revenez d'un voyage et que vous dites tout s'est passé comme prévu, c'est que c'était pauvre, quoi, en fait, voilà, c'était pauvre d'occasions, etc. Mais si ces occasions-là, vous les laissez émerger, il ne s'agit pas de rien prévoir jamais, mais enfin, je veux dire, si vous laissez de la place à l'imprévu et que vous arrivez à construire sur ces imprévus-là, alors tout simplement, et que pareil, on le fait sans peur, sans appréhension, tranquillement, on connaît nos limites, on sait... moi, j'ai déjà vécu des trucs en voyage assez épeurants, et puis du coup, on peut se dire, bon, ça, je le ferai pas, non, ça, j'y vais pas. Mais là, oui, ok, je sais que c'est un risque, là, c'est pas tout à fait... moi, j'ai déjà vu un gars partir en vélo dans Katmandou avec mon passeport dans sa poche arrière du pantalon, en allant le chercher, je sais pas où, par je sais plus quel circuit de corruption pour avoir le tampon qu'il me fallait sur le passeport. Eh bien, je vous dis que pendant ce temps-là, vous en menez pas large parce que parce que vous savez jamais si vous allez revoir votre passeport à un moment donné ou pas. Mais bon, voilà. Donc, oui, mais alors il y a des limites qu'on est capable de franchir, d'accepter. Il y a des enjeux, des choses comme ça. Mais si on est clair avec ça et qu'encore une fois, on sait dire les choses. Puis c'est pas un cours sur la CNV que je vous fais, mais c'est vrai que, par exemple, si vous avez peur en voiture et que vous montez avec quelqu'un qui vous connaît pas et que vous lui dites, ben, tu sais, moi en voiture, je suis pas très rassuré, j'ai déjà eu des accidents, puis donc c'est ça, je préférerais que tu conduises mollo parce que moi je suis un peu sensible là-dessus. À moins que ça soit vraiment un abruti, il va pas vous dire rien à foutre, moi je vais conduire. Mais si c'est quelqu'un de normal, il va dire bah oui, je vais faire attention, si ça va trop vite, tu me le diras. Voilà. Par contre, si vous dites rien et que à peine il accélère un peu, vous dites mais qu'est-ce que tu fous, tu conduis comme un fou et on va avoir un accident et là, et puis moi je veux pas mourir là, et que vous lui criez dessus, là d'un coup si lui a pas fait un petit travail sur lui-même et que lui en plus il est sensible au fait de pas se faire crier dessus, il veut dire mais qu'est-ce que tu fous, mais t'es folle, je roule à 30 km/h, enfin bon, etc. Et là voilà, c'est le carnage, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et là, du coup, la rencontre se fait pas, les cœurs ne communiquent pas, et la situation, du coup, devient compliquée. Et on va chercher à savoir qui a raison, qui a tort, et est-ce que 30 km/h c'était vite, est-ce que c'était pas vite, oui, mais c'était une ruelle, bon, etc., etc. Donc là, on vient de se créer une situation compliquée, alors qu'il suffisait tout simplement de dire voilà comment je suis, voilà mon bagage, voilà avec quoi j'arrive, est-ce que toi, et l'autre de répondre à ça. Et bon, ben voilà. Et bien souvent, avec les enfants, c'est aussi simple que ça. Mais ça veut dire que on a une forme de réflexion, quoi. On est assez solide sur nos deux pieds, on est assez mature pour pouvoir faire de ces expériences-là des choses plutôt simples, quoi. Voilà, et accepter l'autre tel qu'il est, ne pas juger ses enfants, ne pas les comparer, ne pas juger ses amis, ne pas les comparer, ne pas juger sa vie, ne pas la comparer. Ça, c'est compliqué aussi, hein. C'est ça, on se retrouve... je vous renvoie à Krishnamurti, mais c'est vrai que le malheur vient de la comparaison. Voilà. Si je regarde, je sais pas, une femme qui regarde son mari et qui est nostalgique de ce qu'il était avant, qui espère pour ce qu'il pourra être plus tard, qui se demande, qui le compare au mari de la voisine en disant ouais mais lui au moins, etc. Qui met toujours une distance entre son mari tel qu'il est et tel qu'elle voudrait qu'il soit, tel qu'elle regrette qu'il n'est plus, tel qu'elle espère qu'il deviendra, tel que, etc., etc. Ben ça, c'est Highway to Hell. C'est l'autoroute de l'enfer. Vous comprenez? Si vous voulez vous rendre malheureux, c'est la recette idéale, quoi. Voilà. Se comparer systématiquement, comparer vos enfants, comparer votre vie, comparer ça, c'est la recette idéale du malheur. On ne connaît pas bien la recette du bonheur, mais la recette du malheur, on la connaît. Ça me rappelle Jean Epstein qui disait ils ont cherché quelle était la meilleure position pour apprendre, en fait.
Est-ce qu'il valait mieux être debout, est-ce qu'il valait mieux marcher, est-ce qu'il valait, bon, etc., etc., etc. Puis, ils disaient qu'à la fin de cette étude-là, ils n'avaient pas trouvé quelle était la meilleure façon, quelle était la meilleure position physique pour apprendre. Mais ils avaient trouvé la plus mauvaise. Et la plus mauvaise, c'était assis à une chaise avec une table, etc., etc. Ce qu'on voit dans toutes les classes. Voilà, donc, c'est ça. Pour la recette du bonheur, ben, Claire Lise, tu nous dis humilité, connaissance de soi. Ben oui. Il y a une volonté aussi, il y a quelque chose de dynamique. Hein. On n'est pas juste passif, il y a, c'est pas ça que tu as dit, hein, mais ce que je veux dire, il y a aussi une farouche volonté de pas se compliquer la vie, quoi, de pas se laisser perturber par ça. Laurence qui nous dit les enfants doivent pouvoir assumer leur pouvoir. C'est comme ça qu'ils se font respecter et qu'ils se respectent entre eux. Mais les parents ne assument déjà pas le leur. Ouais. Ben, on peut le poser en termes de pouvoir, hein, c'est sûr. Mais disons que le pouvoir, c'est cool. Ce qui est pas bon, c'est les enjeux de pouvoir. C'est la compétition entre les différents pouvoirs. Parce que là, on peut tomber dans des choses un peu plus compliquées, puis un peu plus désagréables, quoi. Mais oui, les enfants ont un pouvoir, ils peuvent l'exprimer, ils peuvent l'exercer, les parents aussi. Mais ces pouvoirs-là ne doivent pas être, alors ça j'en parle beaucoup dans la formation justement, ne doivent pas être concurrentiels, quoi. On n'est pas en concurrence avec nos enfants, quoi. Voilà. Tu vois, pareil Laurence, tu vois. Regarde, là, je rebondis sur ton commentaire, je l'aime bien parce qu'il est, je pense, assez, si tu me permets, il est assez caractéristique des pièges dans lesquels j'essaye d'éviter de tomber. Quand tu dis, on ne travaille pas assez sur l'estime de soi avec les enfants. Bon, ben voilà, par exemple, ça, moi, je travaille jamais sur l'estime d'eux-mêmes avec les enfants, en fait. Je fais jamais ça. J'ai pas besoin de travailler, en fait. Au sens où mes enfants savent de quoi ils sont faits. Ils connaissent leurs qualités, leurs défauts, et donc je les apprends Enfin, je leur apprends rien, en fait, justement. Je les accepte tels qu'ils sont, je les aime tels qu'ils sont, et à partir de là, ils s'acceptent et ils s'aiment tels qu'ils sont. Et donc, c'est pas un travail. De la même façon, je vais prendre un exemple peut-être plus facile à comprendre. Je travaille pas à ce que mes enfants ne soient pas racistes, quoi, par exemple. Parce que pourquoi ils le seraient? Voilà. C'est-à-dire, je leur fais pas un cours en disant, vous savez, les gars, être raciste, c'est pas bien. Je travaille pas là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il serait raciste? Bon, ben c'est pareil pour l'enfant et lui-même et son estime de soi. Il n'y a pas tant à tricoter autour de ça. Il y a juste à les aimer tels qu'ils sont. Cela me rappelle une demande solennelle que j'avais exprimée à mon père d'arrêter de comparer mon trajet et ma situation à d'autres. Et cela a fonctionné. Eh ben oui, souvent, hein, parce que les gens se rencontrent du côté un peu désagréable et pas forcément cool là, ils le voient, puis ils n'aiment pas quand ça leur tombe sur eux. La recette du bonheur, apprendre la reconnaissance dans les détails, se réjouir de ce que l'on vit. Ben oui, bien sûr, ça en fait partie, évidemment. Les choix d'être responsable et assumer ses choix. Ouais. Oui, ben oui. Et puis, avec la possibilité de s'être trompé aussi. Tu sais. Les enfants, ils peuvent se tromper. Nous aussi, on peut se tromper. On peut faire des trucs pendant un temps et leur dire, ben, regardez, j'ai fait ça pendant un temps, mais finalement, ça marche pas. Là, on va essayer de faire autrement. C'est beaucoup plus difficile d'apprendre par soi-même dès lors qu'il y a beaucoup plus de mérite. Dès lors, il y a beaucoup plus de mérite. Oui, c'est ça. Mais là aussi, tu vois, la question de mérite, moi, je l'utilise pas tant que ça, en fait. La question de mérite, c'est un terrain glissant, moi, je trouve un peu, parce que souvent le mérite n'est pas forcément... les dés sont pipés dans la logique de mérite. Hein. Souvent on dit ah ben oui, je mérite ce qui m'arrive, etc. Oui, mais des fois, tu sais, on a des mérites
on a des aides qu'on se plaît à ne... Si on écoute tous les grands capitaines d'industrie, là, on dirait tous qu'ils sont partis tout nus dans les bois et qu'ils sont arrivés par la seule force de leur mérite, mais souvent, souvent le mérite. Voilà. Je ne parle pas de soumission ou de domination, mais si les filles assumaient leur pouvoir, elles se feraient respecter. Oui, mais encore une fois, c'est pas... s'agit pas de... comment dire, la logique n'étant pas bon, de genrifier ce débat-là, parce que c'est pas ça le propos du jour, mais simplement une personne, que ce soit une fille ou un garçon, qui est un peu à la verticale d'elle-même, qui sait où elle s'en va, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle veut plus, ce qu'elle veut pas, ce qu'elle a essayé, ce qui marche pas, ben, cette personne-là va très bien pouvoir poser tout simplement tu vois, se poser avec les autres, autour, avec tout ce que ça demande, tout ce que ça prend de constance, de régularité, qui va faire qu'à l'arrivée, ben oui, on va pas l'embêter. Regardez les profs, tiens, regardez, on a tous cette expérience-là, et peu importe que c'était des filles ou des garçons, hein. Donc c'est pour ça que c'est pas un débat genré à mon avis. Mais il y a des profs qu'on avait envie de respecter, avec qui on foutait jamais le bordel, et qu'on les écoutait. Et puis il y a des profs, on aurait dit qu'ils portaient sur leur face, c'était écrit sur leur front, qu'ils avaient, il fallait leur pourrir la vie, quoi. Et que leur cours, ça allait être compliqué. D'accord? Bon, ben, c'est vraiment la même chose. Vous voyez, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Et c'était pas une question d'âge, c'était pas une question de sexe, c'était pas une question forcément d'expérience non plus. C'était, je sais pas, il y a des gens, ils étaient là, ils étaient tranquilles, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, ils étaient cool avec nous, et ça se passait bien. Et puis il y en avait, ils avaient beau se démener, se débattre, comme un diable dans un bénitier, ça marchait jamais leur affaire, quoi. Il manquait de stabilité, il manquait de sincérité, il manquait de quelque chose qui puisse être sur lequel s'appuyer. Et donc on les voyait tellement fragiles qu'on avait envie de les achever, quoi. Un petit peu. En tout cas, moi j'ai beaucoup œuvré dans dans ces énergies-là, voilà, quand j'étais à l'école. Mais comme je vous dis, à 15 ans, on n'est pas en train de se dire, oh, le pauvre prof, il va pas y arriver, on va lui laisser une chance. On n'est pas, on n'est pas du tout là-dedans. Moi, j'avais pas demandé à être là. Voilà. Et c'est ça. Puis, effectivement, il s'agit d'avoir un regard qui soit effectivement positif, hein, tu dis, Laurence, mais tu vois, encore une fois, moi, je travaille pas je cultive pas je me fixe pas. Parfois c'était la peur. Ouais. C'est vrai que parfois c'était la peur. Mais je me fixe pas d'objectif là-dessus. C'est con, hein, peut-être que je devrais, mais je fais pas ça, moi. J'essaye simplement d'accepter la situation telle qu'elle se présente, quoi, voilà. Et je me dis pas comment je devrais être, parce qu'encore une fois, c'est une distance entre ce que je suis et ce que j'aimerais être, ce que je me dis qu'il faudrait que je sois, etc., etc. Tout ça, c'est des highway to hell pour moi. Tu vois, c'est des autoroutes vers l'enfer, tout ça, là. Ouais, ouais. Eh bien oui, s'appuyer sur être, mais sans être dans l'injonction d'être. Oui, on est là, on est présent, on écoute, et puis ça se passe bien, quoi, voilà. Et on arrive à cette simplicité-là, mais comme je vous dis, cette simplicité-là, elle se sculpte avec le temps, avec les années, avec les réflexions, avec les discussions, avec les lectures, avec les rencontres qu'on a aujourd'hui. Et au bout d'un moment, ben, on incarne une forme de tranquillité qui se diffuse, en fait, voilà. Et cette tranquillité-là, parce qu'on sait faire, parce qu'on n'a plus peur, eh ben, cette tranquillité-là se diffuse et ça marche plutôt bien, quoi. Oui, eh ben oui, l'accueil du vivant plutôt que l'objectivation. Ben oui, l'objectivation, c'est ne pas rendre les choses en objet et ne pas non plus les transformer en objectif, quoi. Ah oui, et puis évidemment, tant qu'on est dans le regard, autant essayer d'avoir dans chaque situation, dans chaque personne, ce qui nous parle, ce qui nous plaît, ce qui nous anime, ce qu'il y a de nouveau. Donc, voilà.
merci pour votre écoute. Je vous rappelle donc pour la formation, ceux qui veulent nous rejoindre, avec le code pirate, il y a une réduction en ce moment. Et, euh, et merci, merci Bob d'avoir été là. Je l'attends encore, cette tranquillité. Mais non, ça se, une maison, la tranquillité ne veut pas dire que la maison soit calme et et qu'il n'y a aucun bruit dans la maison. Il y aura un temps de notre vie pour la maison rangée, propre et tranquille. Mais on peut avoir très bien une sérénité au milieu des joyeuses, des joyeuses rires, des joyeux rires et des joyeuses euh, dispositions des enfants. Donc, moi, je connais tes enfants et je sais que ça se passe bien à la maison. Euh, et oui, apprenons à nous aimer. Ben oui, ben oui. Ah oui, processus par le résultat. Ben oui, ben c'est ça. On verra bien ce que ça donne. Euh, oui, Catherine, en Belgique. Écoute, voilà mon projet. Je sais pas, tu sais, avec les temps sont incertains, mais mon projet, ce serait de venir en Europe, je dirais dans l'hiver, là, février-mars, quelque chose du genre. Et oui, comme je t'ai promis, j'aimerais venir en Belgique. Ça fait longtemps qu'on en parle. On s'est fait un peu coincer par les, les circonvulations de notre virus préféré. Mais, euh, mais oui, oui, oui. Si je viens en Europe tel que prévu, j'essayerai de faire une partie dans le nord, nord de la France, peut-être Alsace, peut-être ces coins-là et Belgique. Et puis, et puis, et puis une partie dans le sud aussi. Et ben oui, ben bonjour à Ibrahim. Mais oui, j'enverrai des photos de, de nos circonvulations, de nos vikingeries et de nos batailles. Et ben oui, Maïté, c'est ça, ça me ferait plaisir de faire, c'est ça, un petit bout autour de la Belgique, l'Alsace, le Nord, je fais un grand rond, là. Et puis un bout autour de peut-être l'Auvergne, l'Aveyron, Montpellier, entre le Puy et Montpellier, quoi, quelque chose du genre, comme ça. Donc, mais je vous tiendrai au courant. Ça va dépendre, vous savez, comme je vous dis, on a un virus préféré qui se promène. Ben, Lille aussi, ben oui, je suis déjà venu 2 fois à Lille, mais ça me fera encore plaisir d'y venir. Eh ben, merci vraiment, merci pour votre. J'aurais bien aimé vous écouter, vous entendre, la forme, ah oui, en Colombie, ben oui, le virus n'existe pas. C'est vrai, il y a plein de pays où le virus n'existe pas. Oui, la Suisse aussi, j'aimerais, je suis déjà venu plusieurs fois, mais oui, ça me ferait plaisir. En tout cas, c'est ça, je vais. Ça me fait vraiment plaisir Et oui, le puits. Et j'avais monté le puits en Velay, j'avais monté tout en haut jusqu'à l'église, là, mais je devais avoir 8 ou 10 ans, ce qui fait que je ne sais pas si j'en suis encore capable. Et oui, ben, Mulhouse, oui, ben, c'est ça. Donc, écoute, j'ai rien de fixé encore, mais oui, dans l'hiver, j'aimerais ça vraiment revenir en Europe, faire un petit tour en train, en camion, en machin, puis venir vous rencontrer. J'aurai un autre livre peut-être d'ici là. On se, on se, on s'en reparle. Et puis, ben merci. Ben oui, ben oui, dans le dojo, ça serait cool aussi. Hein. J'ai des vieux restes de judo de quand j'étais petit, mais ouais. Ben ouais. En tout cas, tout ça, toutes vos propositions, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je vais essayer de faire un itinéraire un peu intelligent pour essayer de passer. Euh, Peut-être pas partout là, mais en tout cas au maximum des endroits où je serai invité. Spoil livre. Ouais, ben alors je vais avoir un livre, mais il va sûrement sortir au printemps. Vous savez que je suis berger depuis avec les enfants. En fait. Je suis berger bénévole là avec un troupeau de moutons à Montréal. Et j'écris un livre qui s'appelle ce que j'ai appris parmi les moutons. Et que, donc, dans la même maison d'édition que
petite géographie de la fuite et Whedon ou la vie dans les bois. Donc, ah ben, merci Catherine, merci, ça me fait vraiment plaisir. Bon ben, on va se, on va se retrouver, on va se croiser en vrai, on va se faire des bises, voilà, hein, c'est ça. La prochaine fois qu'on se voit, c'est pour se faire des bises. Moi, ça y est. Donc, on fait ça. Merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite bonne suite, et puis voilà, on se fait ça en réflexion. Le live, il va être sur la page Facebook, et puis j'ai une chaîne YouTube aussi, je crois. Donc, je vais mettre ça là-dessus. Donc, on peut se retrouver autour de ça, et puis on se tient au courant pour les prochains rendez-vous. Merci, bye bye, c'était vraiment chouette de vous parler de près et de loin. Vous pouvez continuer à mettre des commentaires, je les verrai. Donc, et oui, à très vite. Bien... et oui, merci, bye bye. Et puis, à bientôt.